Selam selam! Je vous avais laissé la dernière fois sur les origines de la Corne de l'Afrique et sur les balbutiements du royaume d'Aksum. Aujourd'hui, on va parler du royaume d'Aksum depuis le fondement jusqu'à sa chute en 960. Ce royaume est important dans l'histoire de la Corne de l'Afrique et de l'Éthiopie parce qu'il a eu un énorme impact dans la région. Je parlerai également des cultures et des sultanats parallèles parce qu'ils sont tout aussi importants, comme les sultanats somalis. Contrairement aux croyances populaires, aucune recherche archéologique ne soutient l'hypothèse d'une migration massive depuis l'Arabie du Sud à la fin de la préhistoire, ni même celle d'une colonisation sabéenne massive en Éthiopie du Nord au premier millénaire avant Jésus-Christ. En réalité, elles indiquent plutôt qu'un État s'est formé en Érythrée et au Tigré autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, sous l'influence importante des Sabéens, qui affectent principalement l'élite locale. En d'autres termes, comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, il y a eu des liens entre les marchands et les politiciens, mais pas une colonisation sabéenne. On n'est pas face à un remplacement de population. Ça, c'est entièrement faux et ça a été démontré par l'archéologue Rodolfo Fatovic et David W. Philipson. Mais alors, c'est quoi le royaume d'Aksum ? Le royaume d'Aksum s'étendait sur les côtes de la mer Rouge, depuis l'actuel Djibouti jusqu'au sud du Soudan actuel. Et il a duré depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'à 960 après Jésus-Christ. Concernant sa fondation, les mythes et les légendes sont assez multiples. La première chose qu'on doit savoir, c'est que le nom Aksum découle de deux mots. Agao, en proto-couchitique, qui signifie « eau », et Shum, en gaze, qui signifie « officiel ». Ensemble, Aksum. Et ça c'est déjà un signe de la complexité culturelle du royaume. Le royaume était déjà multiculturel avec des sémites et des couchitiques. J'ai déjà expliqué à quel point la linguistique en histoire africaine était importante parce qu'elle explique comment les peuples ont évolué. Dans le cas de l'Éthiopie et de la Corne de l'Afrique, on notait déjà une grande diversité linguistique comme vous pouvez le voir sur la carte. En soi, c'est assez courant de ne pas avoir de fondateur très précis quand on parle d'antiquité. On pense notamment au mythe de Romulus et Rémus en Rome antique, fils d'une louve, ou la dynastie semi-légendaire des Xia en Chine. Mais dans le cas d'Aksum, on dénombre environ 4 mythes originels. Le mythe du roi serpent Vainaba, celui d'Ithiopis, Abraha et Abseha, et enfin celui de la reine de Saba. Et chacun d'entre eux prend place dans les environs du sud de l'Érythrée actuelle et nord de l'Éthiopie actuelle. Commençons avec le moins connu, celui d'Ithiopis. Pour comprendre ce mythe, il me faut vous parler un peu du royaume de Couche. Le royaume de Couche est souvent mentionné dans les textes bibliques et correspond à une région située au sud de l'Égypte, principalement dans l'actuel Soudan et un peu vers l'Éthiopie actuelle. Ce royaume est connu pour ses riches ressources naturelles, sa culture avancée et ses interactions avec l'Égypte antique. Le roi Couche est une figure ancestrale biblique, fils de Cham et petit-fils de Noé. Il est considéré comme l'ancêtre des Couchites, un peuple d'Afrique de l'Est. Les Couchites actuels correspondraient aux peuples du centre et du nord de la Corne de l'Afrique. Dans les traditions locales éthiopiennes, il est vu comme un ancêtre mythique qui renforce les connexions entre les récits bibliques et l'histoire de la région. La lignée de Couche est utilisée pour légitimer les lignées royales, soulignant son importance historique et culturelle. Alors vous allez me dire, tout ça c'est très bien, mais qui est Ithiopis ? Ithiopis est le fils de Kham, et donc l'arrière-petit-fils du roi Couche. Une autre tradition orale raconte qu'Ithiopis est le Nemrod de la Bible. Ithiopis fonde la ville d'Aksum, initialement vers les hauteurs de Mazeber. On trouve donc son tombeau dans cette région. C'est aussi celui qui donnera son nom à Ethiopia. Ithiopis, Ethiopie. Ensuite, on retrouve un autre mythe, celui du mythe du roi serpent Vainaba. Avant l'arrivée de la religion chrétienne, il y avait un mythe païen, le mythe du roi Aroué. Dans des temps ancestraux, dans la région du nord de la Corne de l'Afrique, vers l'actuelle région du Tigré et de la Mara, il était un serpent. Son nom change selon les versions. Aroué, Vainaba ou encore Zando. Il était d'une immensité peu commune, si énorme qu'on le prenait de loin pour une montagne. Perpétuellement en colère, mais surtout perpétuellement mort de faim, rien ne le rassasiait réellement. Les habitants de la région lui étaient soumis, terrifiés, et acceptaient pour avoir la paix de lui sacrifier des jeunes filles vierges et des enfants. Ceux qui essayaient de se rebeller contre lui, de se battre ou de se protéger des sacrifices, étaient tués.
La région était alors plongée dans un temps obscur. Pendant 400 années, Vainaba régnait sur son territoire, se nourrissant toujours plus du sang de la jeunesse. Mais un jour, un étranger, Angabo, arriva dans la région. Au détour d'une route, il découvrit une femme pleurant. Elle pleurait tant et si bien qu'Angabo s'attendrit et lui demanda ce qu'il se passait. Elle expliqua alors son malheur. Sa jeune fille, une jeune vierge, avait été choisie pour être sacrifiée à Vainaba. Attendri, Angabo décida alors de mettre fin à ce calvaire, et pour cela, il inventa un stratagème. Il demanda alors à la femme de lui trouver un agneau blanc avec un pelage absolument immaculé et un bol contenant le jus de l'arbre Euphorbia, un poison. Alors une fois préparé, Angabo demanda à voir Vainaba. Sans trembler, Angabo lui offrit l'agneau et le poison. Vainaba, étonné, ne se méfia même pas et but. Tétanisé par le poison, Vainaba mourut même avant d'avoir atteint le sol. Porté en triomphe, Angabo était devenu le héros de la région. Enjoué, le peuple proposa alors à l'homme de devenir son roi, à la place de Vainaba. Angabo accepta et devint le premier roi de la région. Il régna alors jusqu'à 12 000 avant Jésus-Christ. Avec sa femme, il eut une descendance, plusieurs fils et petits-fils, jusqu'à arriver à une petite fille qui s'appelait Makeda. Elle devint alors la reine d'une terre qu'on appelait Saba. Alors bien évidemment c'est un mythe, donc si vous trouvez que c'est incohérent avec la chronologie, c'est normal, c'est un mythe. Si cela vous intéresse, j'ai fait toute une vidéo pour Noël où je raconte l'histoire de la reine de Saba et du roi Salomon. Mais alors, quelle place a Makeda dans la fondation d'Aksum? Alors, plus tard, la ville d'Aksum est déplacée de Mazebel par la reine de Saba et établie dans la région de Haseba, près de Beta Görglis. Cette étape rajoute une dimension historique et religieuse à la ville en associant Aksum à une figure royale biblique, la reine de Saba. Le quatrième mythe fondateur concerne les deux rois, Abseha et Abreha, qui seraient restés pendant 7 jours en prière au sommet de la colline. Le 7e jour, le Christ leur apparut et leur ordonna de construire une église. Ils répondirent que ce n'était pas possible car le lieu indiqué était complètement inondé. Alors le Christ fit descendre l'archange Michel, qui, du ciel, apporta de la terre, avec lequel le Christ put recouvrir l'eau. Enfin, il réitéra sa demande. Mais les rois lui répondirent qu'ils ne savaient pas comment construire l'église, ni avec quels matériaux. Alors, il les ravit dans les cieux pour leur montrer la Jérusalem céleste, ses formes et ses décorations. Revenus sur terre, les rois firent alors tomber à Aksum pendant 7 jours et 7 nuits une pluie miraculeuse de pierres et de matériaux précieux avec lesquels ils bâtirent le sanctuaire. Pour conclure, les fondations d'Aksum sont très floues. Il faut aussi noter que la dynastie salomonide aura une très grande importance dans le manque d'écrits retrouvés dans cette période. On en reparlera quand on parlera du Moyen-Âge éthiopien. Les Somalis sont un peuple à l'est de l'Éthiopie actuelle et leur présence s'étend de la Somalie actuelle jusqu'au nord du Kenya. On peut séparer le peuple somali en deux, les Somalis nomades qui se déplacent dans la région de l'Ogaden et au gré des routes marchandes, et les Somalis sédentaires. La plupart d'entre eux étaient à l'Antiquité des marchands et des marins qui vivaient du commerce des épices et des pierres précieuses qu'ils vendaient grâce à de nombreux ports qui ouvraient le commerce vers la Chine et l'Inde. Ils avaient la réputation d'avoir une très longue espérance de vie, d'être très grands, très beaux, ce qui a donné naissance à de nombreuses légendes dans les textes antiques. On peut les trouver sous le nom de Macrobiens. Ils avaient aussi une grande culture guerrière. Au sud de l'actuelle Éthiopie, les origines du peuple Oromo sont assez floues. Et ça, c'est pour une raison simple. Les Oromo avaient une tradition orale, donc il est difficile de remonter de façon très précise. Mais quoi qu'il en soit, on sait que les Oromo avaient traditionnellement une véritable structure sociale, à savoir le système des Gaada. C'est un système qui découpe la population en 8 stades de la vie, et donc qui attribue un rôle à chaque stade de la vie. Ainsi, un Gaada, donc un chef, le devient entre 41 et 48 ans. Les Oromo avaient eux-mêmes leur propre calendrier, leur propre religion, le Wakfana, qui était une religion monothéiste, et au centre, il y avait leur dieu, Wak,
un dieu créateur, omnipotent, omniscient, qui leur demandait de protéger l'environnement, la nature, qui est la création de Wak. Les croyants doivent dire la vérité, croire en la justice, ainsi que assumer leurs actions. Il y a une vraie place pour la responsabilité personnelle. Tous ces principes forment le cœur de la pratique spirituelle et quotidienne des adeptes de Wakfana, en guidant leurs interactions avec le monde naturel et social. Le royaume d'Aksum va se développer grâce à deux activités, l'agriculture et le commerce. En effet, le royaume est placé sur des terres arables et il va développer plusieurs techniques agraires qui vont le propulser en tant que grenier de l'Afrique. On y cultivait notamment des céréales comme le blé, le teff, le millet ou encore l'orge. Et la position géographique du royaume, c'est son deuxième atout, à savoir dans les hauts plateaux. Ça permet de se protéger des maladies tropicales et des parasites, ce qui fait qu'ils vont pouvoir développer des élevages d'animaux comme les chèvres et les moutons qui vont prospérer. Les artisans avaient aussi un haut niveau en ce qui concernait la forgeronnerie, la poterie, la maçonnerie, dont on trouve des traces d'ailleurs dans la péninsule arabique avec qui ils avaient des liens commerciaux. Le commerce est aussi extrêmement prospère grâce à la position du royaume. En effet, situé entre la mer Rouge et l'océan Indien, il possédait plusieurs ports commerciaux très importants comme celui d'Adoulis. On y vend de l'or, de l'ivoire, de l'étoffe, de l'épice, et malheureusement des personnes réduites en esclavage, connues sous le nom de Shankela. Les caravaniers ont aussi un grand rôle dans le commerce puisqu'ils permettent de faciliter le déplacement des produits, y compris malheureusement les gens. Le royaume d'Aksum était une monarchie, oui, mais quelle monarchie! À son apogée, on racontait que la richesse des rois était immense au point où les visiteurs décrivaient le roi comme drapé d'or. On racontait que les couronnements étaient les plus flamboyants qu'on ait jamais vus. Toute cette richesse, toute cette effervescence était pour que les rois présents dans le public sachent à qui ils avaient affaire, mais aussi pour créer une clientèle fidèle. En d'autres termes, c'est une campagne marketing, avant l'heure. Dans le périple de la mer Érythrée, une œuvre qui date d'entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ, on trouve le nom de Zoskales, qui était un des premiers rois d'Aksum. En effet, c'est vers le 3e siècle que le royaume d'Aksum devient une puissance de la région. Entre-temps, une autre religion arrive et va marquer le monde, le christianisme. Cette religion naît en Palestine au 1er siècle, alors région de l'Empire romain, fondée sur des enseignements de Jésus. Les apôtres, en particulier Paul, jouent un rôle crucial dans la diffusion du christianisme à travers le bassin méditerranéen, en prêchant des villes clés comme Antioche, Éphèse ou encore Rome. Les premiers chrétiens font face à des persécutions sous divers empereurs romains polythéistes en raison de refus d'adorer les dieux romains de l'empereur. Malgré ça, le christianisme continue de croître, en particulier parmi les classes inférieures et les esclaves, parce que la religion propose certes un message de paix, mais surtout d'égalité et d'espérance. Les églises locales se structurent avec la création de hiérarchies ecclésiastiques, en incluant des évêques, des prêtres, des diacres, etc. Les premiers conciles, comme le concile de Jérusalem, vers 50 après Jésus-Christ, aident à unifier les doctrines et les pratiques chrétiennes. On forme alors une église unique. Pendant ce temps, à Aksum, le maître mot, c'est la diversité religieuse. La communauté scientifique n'a jamais réussi à trouver de religion dominante. En réalité, elle dépend du territoire et des différents peuples. À Aksum même, on adore plusieurs dieux comme Mahrem, Astrate, Behel ou encore Almaka. Mahrem était vénéré comme le dieu de la guerre, assurant la victoire des armées aksumites contre leurs ennemis. Les sacrifices et les offrandes lui étaient faits pour obtenir sa faveur avant les batailles. En tant que protecteur de la royauté, les rois aksumites se présentaient souvent comme étant sous la protection spéciale de Mahrem, renforçant leur autorité et leur pouvoir. Le dieu Attar, dieu de la fertilité, prospérité et de la richesse. Son culte était important pour assurer les récoltes abondantes. Bah oui, rappelez-vous, royaume d'Aksum, agriculture. Le dieu Almaka est certainement le plus important. Il est souvent associé à la lune et il est considéré comme un dieu de la fertilité, de la végétation, de la protection. Sur les sites de Yeha, par exemple, on le reconnaît grâce au symbole du croissant de lune. Plusieurs archéologues ont trouvé des bijoux comme des colliers, des bracelets en or sur les sites dédiés à Almaka. Le panthéon aksumite, c'est pas la seule croyance du royaume. On peut noter l'arrivée du judaïsme avec les échanges commerciaux avec les autres États, notamment le sud de l'Arabie et le sud du Soudan actuel. On pense que l'arrivée du judaïsme en Éthiopie arriverait par ces routes. On a aussi également le mythe de Ménilek qui est revenu avec des Bêta Israël. Une communauté juive commence alors à se développer dans l'intérieur du royaume et dans
dans sa périphérie. Les croyances traditionnelles sont aussi plurielles à l'extérieur du royaume. Les Somalis, vers l'est de la Corne, vivaient majoritairement dans des cités-états et ils croyaient au dieu Wa. On le retrouve d'ailleurs dans le nom des clans, Jidwak par exemple. D'ailleurs, en parlant de leur société, elles étaient basées sur leur appartenance aux 5 familles principales, qu'on appelle les 5 clans, mais aussi selon un système de caste avec au plus haut les Uga, les rois, et au plus bas les esclaves. Les Sidama font partie des peuples les plus anciens, mais ça, encore une fois, on n'a pas vraiment de traces écrites, donc on ne sait pas depuis quand ils sont là, on sait juste qu'ils sont là depuis des siècles. Alors, il y a une légende à propos de la création de leur peuple, ce serait qu'ils viendraient de 2 pères, Boucher et Maldea, qui viendraient et appartiendraient au royaume Sidami-Goba. Alors, les Sidama se structuraient en 5 groupes, 5 clans. On a les Sidama, juste les Sidama, qui sont majoritaires, les Alaba, les Marako, les Kewena et les Tambaro, qui eux vivent dans l'est de la région Sidama. Leur structure politique était liée au système moté, c'est-à-dire que un royaume Sidama était gouverné par un motisha, qui s'occupait de tout ce qui était politique et administratif. Et ensuite, vous aviez en dessous de lui un garo, c'est-à-dire un assistant, et un songo, qui était une sorte de parlement avec plusieurs personnes. Ils ont leur propre calendrier lunaire et une semaine de 4 jours. Au niveau des croyances, alors, il y avait la croyance Magano, qui était une religion monothéiste avec un dieu suprême, le Magano, qui était père et créateur de tout. On ne peut pas le représenter. À la base, Magano vivait avec eux, mais écœuré par leurs péchés, il avait décidé de quitter la terre. Et tous les sacrifices qui sont faits avaient pour but de le réconcilier avec eux et de demander sa bénédiction. On retrouve des traces de l'influence d'Aksum dans les écrits de Mani, un prophète perse du IIIe siècle qui le définit comme une puissance de l'époque à égalité avec la Chine, Rome et la Perse. Au IVe siècle, le christianisme s'impose en tant que religion de plusieurs peuples, comme les Arméniens en 301 avec la conversion du roi Tiridate III, qui fait de l'Arménie le premier pays officiellement chrétien du monde. En 315, le voyageur Mérope de Tyr, un Phénicien, décide de partir en Inde pour y répandre la bonne parole. Il prend avec lui ses 2 disciples, Frumens et Édèse, pour partir en bateau. Les 2 étaient adolescents. À l'époque, Aksum et Rome sont en tension. Et dans la mer Rouge, le navire des 3 Phéniciens est attaqué par les Aksumites. Mérope est tué, ainsi que tout son équipage. Épargnés à cause de leur jeune âge, Frumens et Édèse sont réduits en esclavage. Grâce à leur éducation, les 2 jeunes hommes parviennent à éviter les travaux difficiles et deviennent les propriétés du roi d'Aksum de l'époque, Usanas. Ce roi est celui qui a achevé le royaume de Méroé dans l'actuel Soudan. Édèse travailla en tant qu'échanson, celui qui verse l'eau dans le verre du roi, et Frumens fut assigné en tant que secrétaire du roi Usanas. Il se rapprocha ainsi de la famille royale et surtout des 2 fils d'Usanas, Ezana et Saezana. En 325, Usanas meurt et son fils Ezana lui succède. À la mort d'Usanas, Frumens décide de partir pour l'Égypte à Alexandrie, qui était alors le centre de l'église. Il y rencontre le patriarche, le chef de l'église d'Alexandrie de l'époque, Athanas d'Alexandrie. C'est un fervent défenseur de l'orthodoxie chrétienne et va ordonner Frumens comme évêque, il va le promouvoir en soi. Frumens va alors jouer un rôle clé dans la diffusion du christianisme en Éthiopie. En 330, le roi Ezana va faire de la religion chrétienne une religion d'État. Cette conversion a renforcé les liens politiques et commerciaux avec l'Empire romain chrétien. Le roi Ezana est aussi connu pour avoir commencé une expansion du royaume d'Aksum en envahissant d'autres royaumes. Et que devient un royaume qui envahit plusieurs autres royaumes? Un empire. Or, les Beta Israël, les juifs éthiopiens, refusent de se convertir à la religion chrétienne. Ils ressentent alors une forte pression et décident de partir vers les montagnes d'Issimienne. Ils vont alors fonder leur propre royaume et mettre en avant leur propre dynastie, celle des Gidéon, avec leur premier roi, Phinéas Ier. Les 2 royaumes vont alors se mener plusieurs guerres pour avoir la mainmise sur le territoire. La période de prospérité d'Aksum a lieu entre le 4e et le 6e siècle. C'est l'apogée. Aksum devient une puissance économique et militaire très influente. Il commerce avec la contrée de Sazou, comme on peut le voir dans l'œuvre de Kormas. Cette contrée était proche d'Adoulis, mais on peut la situer vers l'est de l'Érythrée actuelle. À l'ouest, il existait ce qu'on appelait la barbarie avec les ports commerciaux. Il semble que ce soit le port de Berbera, alors contrôlé par les Somalis. Le royaume d'Aksum est alors réputé pour son obélisque monumental, sa monnaie, on voit plusieurs rois aksumites, et ses échanges commerciaux florissants avec des régions lointaines comme le golfe Persique et l'Inde. C'est au VIe siècle que l'empire d'Aksum attaque et conquiert le sud du Yémen. En effet, en 523, le roi juif Dounas de l'Himyar au Yémen massacre les chrétiens abyssins dans ce qu'on appelle le massacre de Najran.
Il souhaitait se venger de la domination abyssine dans la région et de l'impôt qu'il était obligé de payer au royaume. Pour répondre, le roi aksumite de l'époque, le roi Elesban, a fait envahir Limyar pour le soumettre, avec le soutien de la flotte de l'empereur romain Constantin. Il fera convertir la ville de Sahana au christianisme et mettra à sac plusieurs villes, par vengeance. Cet événement est très important parce qu'il va cristalliser le pouvoir aksumite et chrétien dans la région. Dans les œuvres européennes, Elesban est souvent représenté avec la peau foncée, debout, tenant une Bible ou une petite sculpture d'église à la main, et il a à ses pieds un homme blessé ou mort qui représente le roi Dounas, qui l'a écrasé. Au 7e siècle, apparaît la religion musulmane dans la péninsule arabique. Cette croyance se heurte à beaucoup de résistance de la part des peuples de la région, au point où Mohammed, prophète de l'islam, subit plusieurs pressions de la part de sa propre tribu, celle de Quraysh. Sentant la persécution de ses disciples arriver, il leur propose alors de partir de l'autre côté de la mer Rouge, dans le royaume d'Aksum, pour s'y protéger. Mohammed raconte à ses premiers disciples qu'il y a en Éthiopie un roi juste qui n'opprime personne, et leur enjoint de partir pour Aksum. Ils vont trouver refuge à la cour du roi Najashi, et celui les protégera lorsque les Mécois demanderont leur extradition. Le Négus ne devait simplement pas sauver l'ensemble de la communauté musulmane, il va carrément aller jusqu'à protéger la Oumma et rendit maintes et maintes services au prophète de la Mecque. Cette histoire est racontée dans le film Le Message, si ça vous intéresse. Et le prophète Mohammed a dit à propos d'Aksum, laissez les Éthiopiens en paix tant qu'ils vous laisseront en paix. De plus, il se trouve qu'Aksum est le seul pays à ne pas avoir subi le djihad et à en être extampé. L'islam va alors se répandre dans la corne de l'Afrique en ayant des contacts avec l'ethnie somali, les Afars, les Bilènes et les Argoba, qui sont les plus anciens musulmans de la région. Ce que vous voyez à l'écran, c'est la fresque des 6 rois, une fresque qu'on peut retrouver dans la Jordanie actuelle. Autant vous le dire tout de suite, on ne sait pas qui l'a peinte et on estime qu'elle daterait du 8e siècle, entre 710 et 750. Alors pourquoi je vous la montre? Parce qu'à mes yeux, elle démontre de l'interconnexion des peuples. On a tendance en ce moment, et notamment avec tout le climat politique, à croire que les peuples étaient posés les uns à côté des autres sans aucun contact. Mais cette fresque démontre que c'est faux, en représentant 6 des plus grands rois du monde. Comme vous pouvez le voir, la fresque est très endommagée, donc les 4 rois que je vous cite sont ceux qui ont été clairement identifiés par les archéologues. Ici, on trouve l'empereur de Byzance, ici Roderick le roi d'Hispanie, Khosrow, le roi de Sassanie dans l'actuel Iran, et enfin Al-Najashi. Si je vous parle de cette fresque, c'est pour souligner l'importance immense du royaume d'Aksum sur la scène internationale de l'époque. Vers le 7e siècle, commence alors le déclin de l'empire d'Aksum. En effet, je vous en ai pas parlé plus tôt, mais en 614, l'empire perse sassanide envahit le Moyen-Orient et attaque les côtes de la mer Rouge, donc forcément l'empire d'Aksum. Au même moment, les peuples Bedja commencent à se fédérer pour lutter contre le pouvoir de l'empire. Les Zénaphages, un clan Bedja, commence à faire des raids contre l'empire d'Aksum. Cerné de tous les côtés, l'empire d'Aksum alors va quitter la ville d'Aksum, l'endroit qui pourtant l'a vu naître et donne son nom au royaume, pour rentrer dans les terres, dans les hauts plateaux du centre de l'Éthiopie. Il va donc perdre de plus en plus en influence sur les côtes. Mais c'est vraiment en 960 que l'empire d'Aksum va disparaître. Plusieurs raisons rentrent en jeu. Déjà la perte des routes commerciales à cause des invasions perses qui a affaibli l'économie de l'empire. Aksum a souffert de conflits internes et de luttes pour le pouvoir parmi les élites et les familles royales. Ces conflits ont conduit à l'instabilité politique et à des guerres civiles, en affaiblissant l'unité et la cohésion de l'empire. En 960, le roi d'Ilnaod n'est qu'un enfant et ce n'est d'ailleurs qu'un pantin pour l'élite aksumite, qui peut le contrôler à sa guise. Pendant ce temps, dans le royaume du Simien, dans les montagnes, la reine Yodit ou Goudit est montée sur le trône. Ayant perdu son père contre l'empire d'Aksum, elle souhaite se venger et renverser le roi, et écraser une bonne fois pour toutes le pouvoir chrétien. Les dates précises des attaques ne sont pas connues, mais on sait qu'elle aurait fait brûler plusieurs églises et mettre à sac de nombreuses villes. Les traces de ces empires se retrouvent dans l'église Abraha et Apsera qu'on lui associe. On ne sait pas encore si la reine Goudit, Yodit ou Essato est vraiment une personne réelle ou légendaire, mais quoi qu'il en soit, elle est souvent très reconnue dans la tradition orale comme étant la chute d'Aksum traditionnellement. Au-delà de ça, les conditions climatiques changeantes ont affecté l'agriculture et les ressources naturelles pour l'économie d'Aksum. Les sécheresses prolongées et les dégradations environnementales ont affaibli la base économique de l'empire. La combinaison de conflits, de famines, de maladies a contribué à une diminution de la population, ce qui réduit le nombre de paysans et forcément la capacité de l'Empire à soutenir ses propres infrastructures et son administration, ce qui est normal.
moins on a de paysans, moins on a d'agriculture. Au fur et à mesure que l'Empire s'étendait, le pouvoir central est devenu de plus en plus difficile à maintenir. Les provinces éloignées ont commencé à se détacher et à revendiquer leur indépendance. Les invasions de groupes et les autres puissances rivales ont déstabilisé l'Empire. En somme, la chute de l'Empire d'Aksum résulte d'une combinaison de déclin économique, de conflits internes et externes, de changements climatiques et surtout de pression politique. Mais alors, qui viendra après Aksum? Un nom, la dynastie des Zagwe. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo.